affaire grave. Un meurtre. Et surtout, une brouille diplomatique. Et une affaire qui, telle des flammes incandescentes, il faut aujourd'hui que les relations entre la France et le Cameroun, qui n'étaient pas au beau fixe, soient presque brûlantes. Le vice-consul de la France au Cameroun, en la personne de Christian Hu, a donc été assassiné à Douala. On a voulu nous faire croire que c'était une pendaison, un suicide. Mais nous en sommes tellement habitués au Cameroun que tous les assassinats, surtout politiques, sont masqués. D'ailleurs, l'une des dernières histoires, tout un chacun d'entre nous se rappelle de Je suis dans l'eau, c'est-à-dire Monseigneur Bala, dont on a voulu nous faire croire qu'il s'était levé, avait confondu les pieds de ses chaussures, avait pris sa voiture, puis était venu se placer au bord de la Sanaga, puis avait plongé dans l'eau et s'est suicidé. Mais le cadavre, le ventre, l'estomac n'avaient aucune goutte d'eau. Bon, bref, on nous a dit qu'il est mort de façon naturelle. Affaire classée. Mais là, c'est une haute personnalité qui, non seulement, nous dit-on, était impliqué dans un réseau et faisait, ou plutôt, faisait l'observation, oui, de la police française et camerounaise, voire il était sous pression des enquêtes pour le trafic de visas. Il y avait donc déjà cette première pression. Et deuxième des choses, on nous cite quand même les personnalités qui sont impliquées dans cette affaire. Et comme d'habitude, on finit toujours par nous amadouer avec la formule empirique. Une enquête est ouverte. Attendez qu'on travaille et on va vous donner des résultats. Nous sommes habitués, depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir, où des assassinats de personnalités importantes arrivent toujours et sont refroidis parce que les dossiers restent définitivement bloqués dans les tiroirs, jamais élucidés, jamais de commanditaires attrapés, ou plutôt, on nous présente souvent quelques individus pour la parade, pour la comédie, et puis c'est fini. L'assassinat de Christian Hu devrait d'abord interroger. Dans ces conditions, où on se rend quand même compte qu'il se retrouve dans une maison en Comondo, comment une personnalité de cette envergure pouvait-elle se retrouver dans ce quartier-là, sans vouloir offenser ces populations qui y habitent? Mais il faut souligner néanmoins qu'il y a ce qu'on appelle des quartiers huppés, des quartiers d'insécurité, ou des quartiers où certaines hautes personnalités ne peuvent pas aller habiter, au risque d'être soit agressées, soit alors de tomber dans le chantage à cause de la proximité par rapport à leur entourage. Et justement, c'est l'entourage de ce haut diplomate qui nous inquiète. Parce qu'on nous fait comprendre que dans cette histoire de trafic de visas se trouve impliqué non seulement une certaine Tankou, qui serait coiffeuse, qui habiterait aussi quelque part à Douala, et qui est portée disparue.
On nous cite également le nom d'un certain Christian Joya, qui a tous les sobriquets du monde et qui aurait un réseau qui passerait par les Philippines et beaucoup d'autres pays, voire des paradis fiscaux ou encore des pays classés comme dangereux, où ces réseaux, parfois, certains y voyagent avant de retrouver l'Europe. Lui aussi, on nous dit qu'il est porté disparu. Mais surtout, on se rend compte que cette personnalité ou cet individu est très proche de quelqu'un qui représente l'autorité traditionnelle au Cameroun, à savoir Nabil Bonbon Dioya, fils héritier du sultan Dioya, Ibrahim Bonbon Dioya, depuis pratiquement octobre 2021, où il a accédé au trône à 18 ans. Ceci nous interpelle donc. Qu'est-ce que le sultan, à peine intronisé, a déjà à faire dans cette scabreuse affaire? Il nous revient donc que, après une analyse objective, intuitive, on regarde les réseaux de transversalité entre les personnalités camerounaises et aussi l'ambassade, le consulat de France au Cameroun. Et ceci date depuis de longues années. Déjà, remarquez que lorsque vous voulez aujourd'hui demander un visa pour aller en France, beaucoup de personnes qui sont là sont pratiquement dans le désarroi depuis 1 an, 2 ans, parce qu'ils ne parviennent même pas à obtenir un rendez-vous. On va vous dire, il n'y a même pas d'imprimé. Cela veut dire que le consulat fait perdre ses imprimés et vous êtes obligé d'aller dans des cybercafés. Et dans les cybercafés, c'est là où les premiers réseaux sont installés pour vous obtenir un rendez-vous. Et ce n'est pas tout. Dans la nuit, dans les boîtes, on vient vous happer et on vous fait comprendre que c'est elle qui connaît le consul ou qui connaît le vice-consul, autant pour nous, et qui peut vous monter un dossier afin que vous puissiez voyager. Bien évidemment, on va vous demander un certain nombre de pièces, donc par exemple le relevé d'identité bancaire, bref, le compte bancaire. Et c'est là où ils interviennent, où ils sont aussi en mission, en collaboration, en coaction avec certaines banques et aussi des sociétés fictives qu'ils montent. Le dossier est monté. Et c'est comme ça que vous payez donc une certaine somme d'argent. Ça, c'est pour monsieur Lambda. Mais il se trouve que le sultan, le roi des Bamoun, son nom est cité. Et pourquoi son nom est cité? Parce que justement, lui-même vient de voyager en juin pour la France avec des visas qui étaient aussi dans le réseau mafieux. On parle pour l'instant de 436 visas. Pour obtenir ces visas, la première chose, il faut savoir que il y a des visas qui vont de 6 mois à 12 mois. C'est eux qui sont dans le trafic. Et là, vous devez verser 3 millions de francs CFA. Et puis, il y a le visa qui peut être prolongé de 2 ans. Dans ce cas, vous ajoutez 2 millions de francs CFA. Il y a beaucoup de têtes de gondole dans l'affaire. Vous voyez donc que vous payez déjà 5 millions. Totalisé par le nombre d'années qu'il a eu à faire. Totalisé par le nombre de personnes qui sont là. Et d'autres qui n'ont pas obtenu des visas
et qui se retrouvent même bloqués quelque part dans un autre pays. On parle de 200, on parle de 300, on parle de 400, on ne sait pas exactement, puisque des plaintes ont été déposées. Et que ce sont ces plaintes qui révèlent la complexité, la densité de ce réseau mafieux qui utilise beaucoup de personnalités. Et ce réseau ne peut pas se limiter qu'à la France, qu'au Cameroun, non. Lorsqu'il y a corrupteur, il y a un corrompu. Ça se joue donc comme une équipe. L'assassinat du vice-consul, Christian Loup, vient juste démontrer une partie visible de l'iceberg. Parce que c'est pourri. Et c'est grave. Ce qui vient de se passer pour l'image du Cameroun et pour l'image de la France. Surtout dans le domaine diplomatique. Emmanuel Macron a décidé de suspendre la délivrance des visas. Mais pour combien de temps? Et puis on dit qu'il y a une enquête qui a été lancée, mais entre-temps, alors qu'on s'attendait à ce que le sultan de Bamoun soit entendu, pour l'instant, au moment où je vous parle, il n'en est encore rien. Parce que Etoudi bloque également le dossier. Parce que Etoudi bloque l'enquête. Et parce que beaucoup de personnalités doivent être mouillées. Et pourquoi? Pour venir en France, c'est presque le même scénario qu'ils utilisent chaque année. Et ce scénario se monte aussi avec des hautes personnalités en France, comme Alain Juppé, ou bien ceux qui sont proches d'Alain Juppé. Je vous explique. Dans la délégation du sultan de Bamoun, vous avez appris qu'il se déplace au moins avec 15 ministres. Ah, c'est un État dans un État. 15 ministres. Nous sommes en République, hein. 15 ministres. C'est-à-dire que c'est un gouvernement même plus solide que celui de l'Allemagne, hein, ou des États-Unis. Il y a la reine, il y a la première reine, il y a la dernière reine qui se trouve être sa mère, il y a les valets, il y a ceci. Et c'est là-dedans, qu'au milieu de toute cette longue cour, qu'on vient donc introduire les faux visas. C'est là où on vient donc faire des trafics. C'est là dont on vient placer des gens qui viennent en France pour rester. Et c'est pour ça que la France a d'ailleurs dit, parce qu'il y a des numéros de série, qu'elle va éliminer ces visas qui ont été donnés à la délégation du sultan Bamoun. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand il est arrivé en France, le prétexte c'était qu'il voulait rencontrer sa communauté à Paris, à Bruxelles et tout et tout. Mais il y avait un point focal très important. C'est que il était annoncé comme le parrain de la diaspora, des journées de la diaspora africaine à Bordeaux. À Bordeaux. Tiens. Et d'ailleurs, il devait rendre aussi visite à la municipalité d'Agen. Quand on voit ça, on dit peut-être qu'il est parti signer des accords, peut-être pour le jumelage et tout et tout. Il n'en est rien. C'est juste un réseau qui existe depuis. Et ce réseau a toujours utilisé ce prétexte parce que c'est lui qui est là-bas, à Bordeaux. C'est l'homme clé du régime Biya
et de la France-Afrique, à savoir Alain Juppé. Alain Juppé est celui qui maintient le régime Biya à flot et que parfois le régime Biya a sponsorisé. Et Alain Juppé travaille avec un Camerounais qu'il avait d'ailleurs fait de lui le troisième adjoint au maire. On l'appelle Djekam. C'est celui-là qui entretient ce réseau qui est à la fois à côté de Franck Biya et la famille Njoya. C'est une histoire qui, quand vous entendez, aujourd'hui on vous dit que bonne nouvelle d'Afrique. Voilà le thème. Hein? Allez, on fait venir des gens. Après on vous dit que maintenant c'est Africa, France, voilà. Allez, un autre thème. Après, il crée encore l'année de l'Afrique. Allez, on fait venir des gens par fourgons entiers. Et ils vont où? Ça fait toujours qu'on va à Bordeaux. Quand il faut rentrer, ils ne sont plus là. C'est donc un réseau d'immigration clandestine. Et en même temps, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres intérêts qui sont là-bas derrière. Et pourquoi il y a ce réseau? Et pourquoi avec Juppé? Juppé avait créé le RPR. Vous connaissez le RPR, je ne vais pas revenir sur l'histoire du parti politique. Mais qui finançait ça? C'est Paul Biya. Et Juppé a toujours été il a toujours été dans des réseaux de trafic. Et quand vous regardez, ceux qui dirigent ou bien ceux qui financent le RDPC Paul Biya au Cameroun, c'est le clan Juppé, c'est le clan bordelais. Juppé est la clé de la France-Afrique. Et Juppé est au milieu aussi de tous ces assassinats. Ça veut dire ceci. Vous allez constater que Juppé, au niveau de la mairie de Paris, avait été impliqué dans des scandales. On parlait de marché fictif. À la mairie de Paris, non, de poste fictif. En réalité, derrière, il y avait plutôt non seulement les noms fantômes qui étaient utilisés au niveau de la mairie de Paris, mais aussi il y avait des marchés publics qui étaient gagnés, mais surtout il y avait le financement du RPR qui venait du Cameroun. Qui venait du Cameroun. Cette affaire, elle a été éteinte. Parce que n'oubliez pas que Alain Juppé est l'une des personnalités qui a eu à connaître et installer tous les réseaux. C'est-à-dire que depuis l'époque de Foucault, et ça fait que lorsque vous le voyez organiser ce qu'il organise dans cette ville esclavagiste qu'on appelle Bordeaux, ceux qui pillent l'Afrique, c'est eux qui sont dans le clan Juppé. Hein? Pour sponsoriser soi-disant souvent ces journées-là, on appelle qui? Castel. Vous connaissez le groupe Castel, non? C'est le groupe Castel qui contrôle les brasseries du Cameroun. Et il y a le groupe Touton, il y a le groupe Fayard. Ce sont ces entités industrielles qui sont donc à côté de Juppé. Et quand vous voyez les Bolloré et tout le reste des réseaux de la France-Afrique, tous c'est Agen, tous c'est Bordeaux, tous c'est Juppé. Je fais d'abord cette démonstration pour vous dire pourquoi cet assassinat ne sera jamais éludé. Parce que si jamais ce monsieur vivait, rien qu'en l'interrogeant, rien qu'en l'exploitant, on allait découvrir tous les crimes commis depuis par la France-Afrique et par des réseaux aussi criminels, financiers, le régime Biya qui a sponsorisé et, bien sûr, ce qu'on peut dire, les détournements de fonds. Ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on vous a montré. Parce que l'affaire est grave. Mais attendez, pourquoi est-ce qu'on l'envoie? Pourquoi ce n'est que Christian
Christian Hu qu'on envoie. Parce que justement, dans la famille, vous connaissez déjà, il y avait, je crois, Robert Hu ici, qui a aussi été, qui était dans le Parti communiste, qui était dans les scandales. Et celui-là, on le savait corrompu. Quand on t'envoie au Cameroun, pays corrompu, c'est ce qu'on te dit. Va prendre de l'argent là-bas pour venir construire ta maison de campagne, pour installer des réseaux, pour faire ceci et cela. On ne va jamais regarder ça. Mais sauf que, maintenant, comme beaucoup de gens se sont fait gruger, la fête fait du bruit, on dit celui-ci, il est fragile, il est prêt à parler, il est prêt à trahir. Et il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Et pas. Parce que quand vous entendez que les gens sont dedans, le prince, ou bien le sultan, Njoya, actuellement, c'est l'ami de qui? C'est le grand ami de Frambia. Et vous savez très bien que ce soit le vin, les boissons, les spiritueux, c'est contrôlé par Castel et aussi Frambia. Vous avez vu Franc courir avec Sédou Mbomondjoya, rencontrer le sultan. Et aujourd'hui, le sultan se retrouve cité dans le trafic des visas. Pourquoi bien ne va pas intervenir? Puisque son fils sera trempé. Puisqu'il connaît ce qu'ils font. Et parce que tous ceux qui sont dans le réseau, ils se tiennent depuis très très longtemps. Alors, on sacrifie le petit blanc. Et l'enquête va mourir. Il va mourir pourquoi? Parce que tous les assassinats des Français qui ont vu les réseaux de la France-Afrique au Cameroun, dès qu'ils ont voulu parler, on les a éliminés. Et la justice française n'a jamais réussi à ouvrir une enquête concernant l'assassinat d'un Français au Cameroun. Et c'est depuis 1991. Rappelez-vous, dans la nuit du 2 au 3 septembre 1991, c'est tout un événement. Monseigneur Yves Plumet, qui était arrivé au Cameroun depuis 1946, qui a installé le christianisme dans le septentrion. Il a été tué en pleine nuit. Et comment? Il avait démissionné en 1982. Parce qu'il avait découvert des trafics. Et il donne des informations à part. Juppé était là, puisque je vous dis que Juppé a été ministre de la Défense. Il a été ministre des Affaires étrangères. Même au Rwanda, là, le génocide. Quand le génocide se faisait, c'était Juppé. Hein? C'est lui qui était ministre des Affaires étrangères. L'ami de Paul Biya. Donc, lorsque Yves Plumet, Monseigneur, voit que le Cameroun est ingérable, il est déjà devenu archevêque. Et d'ailleurs, il a été le premier évêque du Cameroun. Il démissionne. Et en 1991, Paul Biya se déplace pour Ngandéré. C'est Paul Biya qui demande à le rencontrer. La seule personnalité qui a reçu Paul Biya, que Paul Biya a reçu pendant plus d'une heure, c'est Monseigneur Yves Plumet. Une semaine après, on vient frapper à sa porte. Il ouvre normalement. Et bam, bagarre. On veut. Il cherche, mais à 79 ans, il ne pouvait pas faire le poids. Le matin, on est venu, c'est-à-dire que les employés sont venus le découvrir devant la porte de son bureau, avec des taches de sang au niveau de son cou.
On avait récupéré des rideaux pour attacher ses mains, ses pieds. À peu près comme on a fait à Jean-Pierre Sarr, à peu près comme on fait à d'autres là. Ce sont les mêmes méthodes. Il a été tombé. Puis, son crâne fracassé. Le sang coulait du crâne et du nez. On fait venir la police. Oh, oh, on va faire le prélèvement, on va faire ceci et cela et tout et tout. Le pape Jean-Paul II est arrivé au Cameroun même. Après, il a dit à Biya, c'est comment l'affaire de Yves Plumet là. Il avait juré au pape que je vais faire que les enquêtes aboutissent. Je saurai. En France, on voulait ouvrir l'enquête. Je n'ai pas bloqué. Parce que le trafic des visas, les marchés, tout ça, c'est ça comme ça. Deux fois, Jean-Paul II, Biya lui a dit que lui-même, il se chargeait de l'enquête. Benoît XVI est revenu. Dès qu'il a vu Biya, il dit, mais où sont les résultats de l'enquête de l'affaire de Monseigneur Yves Plumet? Il a dit, ah oui, on est déjà à la commission. Comme d'habitude, la commission est en train de décider. Vraiment, il reste quelques petits derniers réglages. Ne vous en faites pas, on est sur la bonne piste. On vous parle de 91. 91, 2001. Ça fait 10 ans. 2021, ça fait combien? Hein? Ah! Mais on ne sait pas. Depuis 30 ans, Paul Biya n'a toujours pas donné les résultats de l'enquête. Et la France ne s'est pas intéressée à ça. De ce trafic que Monseigneur Plumet était en train de dénoncer. Vous vous souvenez? Il n'y a pas très longtemps, nous sommes en 2012. Un jeune Français, docteur en théologie, 31 ans. Je crois qu'il devait s'appeler ou Éric de Potier, ou de Porter, quelque chose comme ça. Il enseignait à l'université protestante de Yaoundé. Le gars découvre des magouilles qui se font entre l'église, les trafics et tout le réseau de corruption allant jusqu'en France. Il cherche à dénoncer. Il dit qu'il ne comprend plus rien. Il est menacé, il confie à ses collègues qu'il est menacé. Il alerte même la police que je suis menacé. Éric de Potter. On viendra le tuer devant sa propre femme à coups de poignard. Depuis 2012, la seule femme collègue qui avait toutes les informations, l'ambassade de France lui a plutôt demandé, viens nous donner, et tout, et tout, et tout. Dès qu'ils ont fini d'écouter tout ça là, ils ont pris, allez. Elle a compris qu'elle-même, elle était en danger de mort. Elle a fui. Elle est venue se réfugier en France. Même avec les documents qu'elle avait, elle court à gauche, elle court à droite, on la convoque encore à l'ambassade, après on lui dit, tu te tais. Avec tous ces documents-là, on ne veut rien. C'est fini. Vous vous souvenez d'une femme qui s'appelait Madame Vagne, une Française. Elle a été assassinée, poignardée de la même façon. On a ouvert une enquête. Et elle alors, c'est même, je crois, depuis 2007, hein, depuis 2007, on a ouvert l'enquête. Il n'y a jamais eu de résultat. Une Française.
enquête. Il y avait un autre, Robert Pantalides. Un autre Français. Lui aussi, il avait été assassiné la même année que Éric de Putter, en 2012. Jusqu'aujourd'hui, on n'a arrêté personne. Aucune enquête. Dès que vous saisissez, la France étant au Cameroun, ou bien dès que les familles viennent, la justice prend. Alain Juppé déclenche son réseau et c'est mort. Vous vous rendez compte quand même que quand on arrête une Française en Colombie, elle est franco-colombienne. Mais Nicolas Sarkozy, tout comme on a arrêté certains qui voulaient trafiquer les enfants là au Tchad, il est parti les libérer. Mais vous connaissez comment la France se débat pour ses ressortissants? Comment vous pouvez donc comprendre qu'au Cameroun, la France ne se débat jamais? On assassine les Français. Il n'y a aucune enquête, ni du Cameroun, ni de la France. Regardez l'histoire des sœurs de Djoum. Ces trois sœurs-là ont été violées parce qu'elles avaient juste eu des confessions de Jeanne-Hélène Biya. Après qu'on ait assassiné Monseigneur, le père Angèle Benben, on n'a jamais donné de résultats de l'enquête du père Angèle Benben. Mais surtout, comment vous pouvez nous dire que les gens qui sont dans la congrégation, qui sont des missionnaires, qui sont parfois tout simplement des gens qui viennent parce qu'ils ne sont même pas payés, mais qu'ils soient assassinés et qu'on n'ouvre jamais d'enquête, ou bien plutôt on ouvre une enquête, on organise une commission de quoi là, et après, boum, c'est terminé. C'est pour ça que j'attire donc votre attention sur ce qui vient de se passer. Que voilà un vice-consul qui a été assassiné dans notre pays. Quel est ce pays-là? On ne devient plus que la Colombie. C'est la mafia. Vous entendez qu'on vient d'assassiner Martinez Zogo. Les gars là, ils font l'enquête comme ça et tout et tout et tout. Vous entendez qu'ils ont assassiné je ne sais qui, combien de journalistes, comme les Samuel Ouazizi. Où sont les enquêtes? On ne voit même pas de cadavre. Le cadavre de Ouazizi, depuis 2014, depuis 2014, où est le cadavre de Ouazizi, ou plutôt depuis 4 ans? Depuis 4 ans, c'est depuis 2019 qu'il a été assassiné. Ce qu'on vient d'ouvrir nous montre donc le réseau de celui qui va diriger le Cameroun avec son cartel, Franck Biya. Parce que constatez très bien que c'est son clan, hein? C'est-à-dire que c'est le Momo Dioya, avec Nabil Bonbon Dioya, et avec également celui qui est le vice-président du Sénat, le Lamido du Rebouba. Vous vous rappelez que Franck Biya est parti lui rendre visite à la veille des 40 ans de la célébration de la montée de Paul Biya au pouvoir. Il est parti là-bas. Et comprenez que ce sont ces gens-là qui également sont dans le plan toujours de la diplomatie française. Parce que prendre en otage les ambassadeurs, les consuls, se retrouver dans les trafics de visas, être proche de Castel, de Bolloré et surtout d'Alain Juppé, on vous montre donc la dangerosité des liens ancestraux, mais aussi incestueux entre le régime Biya et la mafia de la France-Afrique. On ne se moque pas d'un cadavre. Mais là, se mettre à
ce niveau, c'est salir des mains. Parce qu'on veut maintenir juste les anciens réseaux. Aller traficoter les visas avec la pègre ne date pas malheureusement d'aujourd'hui. Vous savez, Bombo Dioya, il était déjà dans la pègre. Bombo Dioya père, Ibrahim Bombo Dioya. Vous savez qu'à l'époque, lorsque Tuta Moussa était directeur général du port, les trafics se faisaient là-bas. Et d'ailleurs, Bombo Dioya, il gagnait des marchés. Avec une société qu'on appelait les constructeurs. C'est eux qui ont construit, c'est Mbombo Dioya qui avait gagné un marché de 600 millions pour construire la direction du port là. Donc il y avait déjà des faux marchés. Et c'est son fils qui est venu hériter de ça. Voilà la mafia avec les billards. Mais dites-moi, oui, dans tous les pays on peut tuer. Mais la qualité du Cameroun, c'est devenu terrible. Que les représentants diplomatiques, ils sont assassinés comme ça. Les volontaires, ils sont assassinés. Les religieux, ils sont français. Je dis bien français. Ils sont assassinés comme des moins que rien. Et combien de fois vous qui dites que vous venez ici, venez ici. Mais c'est très grave. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes dans un état de hors-la-loi, où le visa s'obtient au marché noir, derrière les portes noires, dans des boîtes remplies de noir, pour finalement profiter à quoi? Au réseau de la mafia noire-blanche. Et c'est aussi ça, l'erreur souvent de la France, qui ne connaît pas sortir de ces réseaux, qui ne font pas sa renommée, mais de ces réseaux qui plutôt privilégient, protègent la mafia. Christian Hu, malheureusement, n'obtiendra jamais justice. Du moins, tant qu'il y a incarnation de la France-Afrique et qui veut laisser son fils perpétuer la tradition, tant qu'ils seront avec la France, le Cameroun ne connaîtra que de sombres jours, des règlements de compte, de la barbarie extrême, des exécutions extrajudiciaires.